Des fleurs, oui, mais des fleurs équitables. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Valéria Rodriguez, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du pôle plaidoyer et mobilisation chez Max Havelaar France. À vos côtés, Nicolas Bigot, bonjour. Bonjour. Le directeur général de Bigot Fleurs. Votre métier, vous êtes venu avec certaines de vos roses. Vous êtes quoi ? Producteur et importateur de fleurs, c'est ça ? C'est ça, on est producteur. Alors on a la double casquette, on est producteur en France, dans la Sarthe, où on produit des tulipes notamment, et on produit des roses au Kenya depuis 20 ans maintenant. Donc on est vraiment producteur, c'est notre ADN. Ouais. La Saint-Valentin, c'est quelle part du chiffre d'affaires pour une entreprise comme la vôtre et pour le secteur en général ? C'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires, c'est à peu près entre 10 et 15%, alors sur une journée de vente. Donc c'est vrai que ça pèse très très lourd, à la fois pour nous, mais pour tous les acteurs de la filière, les fleuristes bien sûr, et tous les magasins qui vendent des fleurs. Et ce jour-là, les roses sont toujours plébiscitées ? Toujours, c'est 90% des ventes, c'est la rose, et puis souvent la rose rouge qui est un symbole très fort pour les amoureux. Oui, alors le chiffre global que j'ai trouvé, c'est 63% des dépenses de la Saint-Valentin en 2021, mais évidemment, ça peut être beaucoup plus en fonction des entreprises et des secteurs. Valéria Rodriguez, comment elles sont produites, la majorité de ces roses qu'on va offrir à la Saint-Valentin ? Il y a du bon et du mauvais, quoi, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la majorité des roses sont produites dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda, l'Équateur, la Colombie. Et donc, ces roses-là sont produites dans des conditions de salaire, de conditions de travail, surtout pour les travailleurs et les travailleuses, parce que les travailleuses sont très majoritaires dans cette filière-là, qui ne sont pas du tout équitables, avec des contrats ou pas de contrats, avec pas de respect des droits du travail, avec pas de respect, par exemple, de suffisante protection par rapport aux produits chimiques. Et c'est une filière dans laquelle on utilise beaucoup d'intrants chimiques, c'est une filière dans laquelle on utilise beaucoup d'eau aussi, très consommatrice d'eau, et donc dans des conditions sociales qui bafouent tous les droits de ces gens-là. Et donc, vous êtes là pour labelliser des roses équitables, donc c'est possible, selon quels critères ? Alors, c'est tout à fait possible, et l'entreprise Bigot est là pour nous le démontrer aussi, mais pas que. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées, pas suffisamment, bien évidemment. Mais sous quelles conditions ? Une condition de le respect, par exemple, du salaire le plus exigeant du secteur légal dans le pays, déjà, parce qu'il y a des plantations dans lesquelles on peut ne même pas respecter le salaire légal d'un pays, par exemple, qu'il y ait des contrats de travail, le plus souvent à durée indéterminée, qu'il y ait un congé maternité, par exemple, pour les femmes, qu'il y ait du matériel de protection, qu'il y ait une réduction. Nous avons toute une liste de produits chimiques bannis pour la certification que les plantations ne peuvent pas utiliser. Donc, les plantations sont aussi obligées de mettre en place des mesures pour la réduction de l'utilisation de l'eau, pour le recyclage de l'eau, etc., pour réduire l'impact environnemental de ces plantations. Et il y a également une prime de développement qui est versée au comité de travailleurs. Et nous tenons énormément à que les travailleurs puissent s'organiser en comité, qu'ils puissent se syndiquer, ce qui n'est pas la norme, il faut le savoir dans ces pays. Se syndiquer, ce n'est pas bien vu. Et donc qu'ils puissent lutter pour leur salaire, et qu'avec cette prime de développement, qui du coup ne va pas aux propriétaires de la plantation, elle va aux travailleurs. Et avec cette prime de développement, ils peuvent investir dans des projets collectifs, très souvent dans l'éducation des enfants, dans la santé, etc. Donc c'est vraiment un engagement. Et j'imagine, Nicolas Bigot, un engagement longue durée, parce que ce label, vous êtes là aussi parce que vous avez le label Max Havelaar. Vous avez une exploitation qui représente quoi au Kenya, et quels efforts ça vous a demandé pour obtenir le label ? Le label, alors nous on est labellisé depuis 2008, donc ça fait 13 ans maintenant qu'on est labellisé, un peu plus 14 ans même labellisé Max Havelaar. On a une roseraie au Kenya qui fait à peu près 70 hectares, donc c'est 1000 salariés à peu près, donc on sait que ça fait vivre à peu près 10 000 personnes là-bas au Kenya, et c'est vrai que j'entendais tout ce que ça demande d'être labellisé. Un exemple très concret chez nous, ce que ça représente, la prime de développement, donc c'est 10% du prix de la rose qui est reversé au fameux comité Max Havelaar de nos salariés sur place. Chez nous, ça représente plus de 400 000 € l'année dernière qui ont été reversés et qui ont permis de faire des choses très concrètes comme apporter l'électricité dans des villages pas très loin, faire un puits dans un village à 5 km. On a fait une inauguration il n'y a pas longtemps. Donc en fait, ce sont des choses très concrètes qui changent la vie et le quotidien de nos salariés. Oui, et ces projets-là, ce sont les salariés qui eux-mêmes qui les décident, quoi. Alors nous, on n'a pas de droit de regard sur cette prime de développement. En tant que propriétaire de l'entreprise, on n'a pas ce droit. Nous, on reverse les 10% et le comité de salariés de l'entreprise Bigot au Kenya gère ce budget tout seul.
Donc c'est vrai qu'il y a un côté autogestion qui est intéressant en plus, et c'est vraiment eux qui choisissent les projets. Et au-delà de ça, par exemple sur les engagements environnementaux qui doivent être respectés, Alors, un exemple... que ça aussi, quand on le voit, on parle souvent d'agriculture bio ici, c'est des processus longs, quoi. Exactement. Alors, un des enjeux clés, c'est l'eau, notamment au Kenya. Alors, il faut savoir, au Kenya, on a l'image un peu d'Épinal de la savane où c'est très, très, très sec. Il pleut beaucoup au Kenya. Il pleut 800 mm d'eau par an. Donc, c'est comme en Bretagne, vous voyez. Donc, on a du mal à se rendre compte. Mais il pleut à des périodes très, très concentrées. C'est les phénomènes de mousson. Donc, il pleut énormément à certaines périodes. Et après, pendant 6 mois, il n'y a plus d'eau. Donc, il faut créer des bassins de rétention. Exactement. Nous, ce qu'on fait chez nous, par exemple, on a construit des énormes bassins de rétention qui représentent à peu près 2/3 de l'équivalent de notre consommation en eau. Donc, ça veut dire qu'une rose équitable, et les roses chez nous, sont arrosées pour 2/3 à l'eau de pluie dans notre plantation. Donc c'est vrai que c'est un enjeu fort qui nous a été permis de faire grâce à Max Havelaar. Est-ce qu'il y a, vous l'avez dit, 13 ans de labellisation, c'est quoi? C'est vérifié tous les ans? Comment vous êtes contrôlé? Alors c'est très 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 strict, et on peut le dire. Là-bas, chaque année, on a un audit de la part d'un organisme indépendant qui s'appelle Flowcert, donc c'est même pas Max Havelaar, c'est vraiment indépendant, qui viennent pendant 4 jours chez nous et qui épluchent tout. Ils épluchent tout ce qu'on fait, effectivement les intrants qu'on utilise, la prime de reversion notamment que l'on reverse au comité, et ils peuvent aller n'importe où. La ferme est ouverte, ils vont interroger n'importe quel salarié, savoir comment ça se passe. Les syndicats, nous on a des syndicats, on parlait chez nous, on a des syndicats dans notre entreprise, donc ils peuvent aller n'importe où. C'est extrêmement sérieux, extrêmement strict, et c'est vrai que c'est la gage de la fiabilité de ce label. Évidemment, Valérie Rodriguez, ça veut dire qu'il y a des exploitations qui le perdent, ce label? Oui, ça peut, mais c'est-à-dire ça arrive souvent. Ça peut arriver, ça peut arriver que des exploitations perdent. Il faut pouvoir jouer le jeu, bien évidemment, et le jour où ça serait pas comme ça, nous on perdrait notre crédibilité. Alors une certification n'est pas une garantie à 100%. Il y a des choses qu'on peut ne pas voir, l'auditeur peut-être, mais bien évidemment que c'est tous les ans on va voir tous les maillons des chaînes d'approvisionnement dans toutes les filières dans lesquelles nous travaillons. Et donc s'il y a des questions qui ne sont pas respectés, des standards qui ne sont pas respectés. Ça dépend de la gravité, mais ça peut aller jusqu'à la perte de la certification, bien évidemment. La fleur équitable, qu'est-ce que ça représente? C'est un marché qui progresse? C'est un marché qui progresse en France, mais c'est un marché qui, dans le monde, représente à peu près 1 milliard de tiges. Alors, à côté du marché mondial, je pense que c'est... pas beaucoup encore. C'est quoi? C'est quelques pourcentages? C'est moins de 5%? Je pense qu'on doit être autour de 5%. Après, c'est très variable selon les pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance. L'Allemagne, l'Angleterre sont très en avance et vendent beaucoup de roses équitables puisqu'il y a une vraie connaissance de la filière. Et donc, on sait que, quitte à importer des roses du Kenya, autant les consommateurs font le choix de justement choisir de l'équitable parce qu'ils savent derrière que c'est plus vertueux et que c'est d'un point de vue sociétal c'est beaucoup plus fort pour l'impact pour les populations là-bas, clairement. Mais en France on est un peu à la traîne par rapport à l'Angleterre et l'Allemagne, pardon. Oui, on est encore à la traîne, mais on est en croissance, et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que on trouve maintenant des roses équitables à peu près dans les plus grandes enseignes de distribution. Donc ça c'est une bonne nouvelle, surtout à la Saint-Valentin et à des dates comme ça où la rose est très prisée. On le trouve aussi dans des grands distributeurs de fleurs maintenant, et on a de plus en plus d'engagement. Et je pense aussi que les consommateurs ont besoin de plus de transparence par rapport à ce qu'ils achètent. Et donc, je pense que la fleur équitable a un avenir par rapport à ça. Alors effectivement, je pense que la demande, elle est croissante. Mais moi, ma première réaction, ça a été de me dire, mais... parce qu'on l'a souvent évoqué sur ce plateau, acheter des roses en février, c'est absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces roses qui viennent du Kenya, leur impact carbone, si on le compare à des roses produites en Europe, au hasard aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'il faut mieux faire, quoi? Alors, je pense que Nicolas est mieux placé que moi pour le dire, mais il n'y a pas de roses en hiver en Europe. On ne produit pas de roses en hiver en Europe, à part si on les produit sous serre chauffée. Ce qui, en termes environnementaux, est bien pire. Donc, pour vous donner une idée, une rose produite au Kenya est émettrice de 6 fois moins de gaz à effet de serre qu'une rose produite
en Europe sous serre chauffée. Même avec le transport. Même avec le transport en avion. D'accord ? Donc, je vous accorde que la question de consommer des roses en hiver ou d'acheter des roses en hiver est peut-être pas la meilleure idée. Alors, on peut se dire, et on sait qu'il y a de plus en plus de mouvements pour une consommation responsable, que autour de soi, que de saison, etc. Et c'est totalement louable et respectable. Après, j'ai l'impression que ce n'est pas la majorité des Français et des consommateurs qui font ça, et qu'à la Saint-Valentin, beaucoup de monde va rester attaché à la rose. Et donc, dans ce cas-là, par contre, ce qui est important, et c'est ça, la distance est parfois trompeuse. Oui, mais c'est une idée reçue, et je pense que c'était important de le dire. D'autant plus qu'enfin, nous, on a produit des roses avant 2002 en France, donc on voit vraiment la différence. Effectivement, c'est 6 fois l'impact en carbone. Ça a été démontré par une université qui s'appelle l'université de Cranfield, donc qui est complètement indépendante, qui montre que le fait au Kenya, on ne chauffe pas, on n'a pas besoin de lumière artificielle, alors qu'en ce moment, vous voyez les journées qu'on a, il n'y a pas de soleil. C'est la même chose en Hollande. Ils sont obligés d'utiliser des lumières artificielles et du gaz pour chauffer. Donc l'impact carbone est beaucoup plus fort. Mais après, la question, c'est la saison. Mais c'est la saison au Kenya. C'est-à-dire qu'en ce moment, on mange des oranges et on mange des bananes parce que c'est la saison. C'est juste que produire des roses en Europe, effectivement, c'est un non-sens. Si on veut reproduire dans une serre le climat tropical où ça pousse. Mais sinon, au-delà de ça, les fleurs de saison, ce principe de privilégier les fleurs de saison, est-ce que vous, parce que c'est toujours les consommateurs qui décident, qui votent avec leur carte bancaire, c'est ce qu'on disait hier dans l'émission, est-ce que vous sentez un mouvement pour les fleurs de saison ? On le sent, après, avec une logique de réalité qui est très forte. Qu'est-ce qu'on a en ce moment dans nos jardins ? Enfin, je ne sais pas si vous avez un jardin. Pas grand-chose, pas beaucoup de fleurs. On a peu de fleurs, ce qui est normal. Nous, on est producteurs aussi dans la Sarthe, donc on produit des tulipes en ce moment, grosso modo. Il y a des renoncules un petit peu dans le sud aussi, des anémones, mais finalement, il y a très peu de fleurs en ce moment. Donc, si on est prêt à se dire, oui, on ne consomme pas de fleurs du tout en hiver, ou avec moins de variété très dans bien, les bouquets. Effectivement, mais de la même manière, je pense que c'est pas aussi binaire que ça. Effectivement, nous, on va manger des carottes, des poireaux et des patates en ce moment parce que c'est ce qu'on produit en France. Mais en même temps, on mange aussi des bananes parce qu'effectivement, aller dire aux producteurs de bananes qu'on va boycotter parce qu'on n'ira jamais produire des bananes en France en ce moment, ça n'a aucun sens. La rose, c'est pareil. Produire une rose sous serre, effectivement, en hiver, ça n'a pas de sens. En revanche, acheter des roses équitables et qui sont produites en ce moment, ça fait vivre énormément de monde. Il faut savoir, au Kenya, c'est plus de 200 000 emplois directs. Et c'est une des richesses des Kenya, c'est son agriculture, son climat. Et il n'y a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas se développer avec leur force. Allez dire aux vignerons français, non, vous n'allez pas exporter aux États-Unis parce que là-bas, on ne produit pas. Merci beaucoup. C'est un bon argument. Merci à tous les deux d'être venus présenter votre engagement. Et bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Évidemment, on passe à Smart Ideas avec Give.